Bonjour, il est député de l'Eure et l'une des figures du centrisme à l'Assemblée. Il a surtout été pendant près de 4 ans ministre de la Défense sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Hervé Morin, bonjour. Bonjour. Des décisions doivent être prises aujourd'hui par un conseil de défense, précisément. Des décisions pour s'adapter à la nouvelle situation d'attentats et de menaces terroristes. Le président a déjà dit qu'il voulait adapter la réduction des effectifs des armées à la nouvelle situation. Concrètement, vous, si vous étiez encore ministre, vous feriez quoi ? Ce que j'éviterais de faire, c'est de globalement dire qu'on va financer ça par des ressources exceptionnelles et finalement, ou par un déficit supplémentaire, et puis finalement geler des crédits d'équipement en cours d'année pour financer le budget de fonctionnement. Parce que quand vous décidez de réduire le rythme de suppression des effectifs, ça veut dire en clair qu'il faut trouver de l'argent, puisque on estime en général qu'un soldat de plus, c'est aux alentours de 30 000 € par an. Voilà. Et en quoi ce serait si gênant pour avoir un peu plus, en gros, d'hommes dans la rue, de geler quelques crédits d'équipement ? Parce qu'on a déjà 2 milliards d'euros d'impasse budgétaire, puisque le budget de la défense a été construit sur des ressources exceptionnelles qui n'existent pas, qui étaient la vente de fréquences, et que deuxièmement, le budget de la défense a été construit avec une hypothèse que sont les exportations du Rafale. Et donc, il y a des impasses absolument considérables. Donc, on ne peut pas multiplier des impasses. Dans la loi de programmation. Il faut que vous ayez en tête un chiffre pour donner un éclairage. C'est que l'âge moyen des véhicules blindés qui sont en Centrafrique est de plus de 30 ans, 32 ans. Est-ce que vous roulez avec une voiture de 32 ans ? Moi, je ne roule pas. Je prends les transports en commun. C'est mieux pour les gaz à effet de serre. Les militaires sont terriblement engagés sur les opérations extérieures. Ils sont désormais engagés sur le théâtre national, sur le sol national. Et donc, on a besoin d'avoir des armées qui soient formées, entraînées et équipées. Et donc, l'impasse, ou tout du moins le transfert de crédit d'équipement sur le crédit de fonctionnement, c'est une très mauvaise nouvelle pour les armées. Ça, c'est le premier sujet. Le second... Dans l'immédiat, vous feriez quoi, voilà ? Le second, c'est qu'il faut réécrire la loi de programmation militaire. François Hollande n'avait pas eu le courage d'aborder les vrais sujets. Et les vrais sujets, c'est quoi ? C'est comment construit-on un corps expéditionnaire ou une force de réaction rapide nous mettant en autonomie stratégique totale et non pas dépendant des États-Unis pour nos opérations militaires, puisque nous sommes aujourd'hui dépendants même pour des opérations type le Mali. Et deuxièmement, poser la question du poids du nucléaire dont les crédits d'équipement augmentent de 15% par an, puisque nous avons à la fois le nouveau programme de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, et deuxièmement, nous aurons la rénovation de la force aérienne. On ne pourra pas maintenir ces deux composantes éternellement. Sauf que ça ne peut être que du moyen terme. Là, nous sommes confrontés à une situation d'urgence. Vous feriez quoi, vous, dans cette situation d'urgence, sur les effectifs, sur les crédits ? Sur les effectifs, on sollicite tellement les armées que François Hollande a raison de réduire. Alors après, il faut voir dans quelles circonstances c'est. Deuxièmement, c'est pas simplement geler, c'est aussi éventuellement réaffecter. Quand j'avais été ministre de la Défense, on avait déjà fait un énorme effort sur le renseignement, puisqu'on avait augmenté de façon considérable les services, le personnel de la DGSE. Il y a encore un effort important à faire, tant pour le renseignement extérieur, mais surtout le renseignement intérieur. Il y a toute une série les effectifs des services de renseignement. Ça veut dire notamment des linguistes, des traducteurs, des personnes capables de pouvoir aller faire de la cybersurveillance, etc., etc. Plus toute une série de programmes d'équipement dont je ne vous parlerai pas. Combien de créations de postes seraient nécessaires selon vous ? Je n'en sais rien. Honnêtement, ça, il faut simplement faire quelque chose de très simple sur ce sujet-là. Il faut demander aux policiers et aux militaires ce dont ils ont besoin. Quelles sont les entraves quotidiennes qu'ils vivent pour mener à bien leur mission. C'est ça qu'il faut faire, leur dire qu'est-ce qu'il vous faut. Voilà. En 1996, vous étiez une des rares personnes à vous opposer à la suppression des services militaires. On parle aujourd'hui de services militaires sur la base du volontariat. Enfin, est-ce qu'une solution pour rétablir une forme de service militaire serait envisageable aujourd'hui ? Si c'est le volontariat, ça n'a pas de sens. Parce que quand on veut réintroduire le service militaire, on se dit qu'il faut retrouver un moment d'unité, il faut retrouver un creuset où bourgeois et enfants des banlieues puissent passer un moment ensemble, si je puis dire, et apprendre à un certain nombre d'enfants ou de jeunes qui ont oublié un certain nombre de repères qu'il faut se lever le matin, faire son lit et répondre à un ordre. Bien. Si vous faites quelque chose de volontaire, tous ces gens-là, vous ne les aurez jamais. S'ils ont envie de s'engager, ils peuvent s'engager. Aujourd'hui, l'armée fait partie des premiers recruteurs
de France. Donc le service militaire, c'est fini et bien fini. Et j'ajoute qu'il y a beaucoup d'enfants des banlieues dans nos armées. Quand vous passez en revue des troupes de l'armée française, vous y voyez une armée très multicolore. Donc ce genre d'idée est inutile ? Cette idée-là, à mon avis, ne répond pas à la problématique. Et deuxièmement, le service national pour la totalité d'une tranche d'âge, ça veut dire que là, vous êtes obligé de faire garçons et filles. Ça veut dire 8 à 900 000, allez, 800 000. Vous vous rendez compte des effectifs qu'il faudrait? Je vous rappelle qu'on a réduit, je n'ai pas les chiffres exactement en tête, mais on a réduit d'au moins de moitié les effectifs de l'armée de terre quand on avait la conscription. Donc ça veut dire qu'il faudrait remonter en puissance l'armée de terre dans des volumes que la France n'est absolument pas capable d'assumer. D'accord. Autre sujet d'actualité en ce moment, la loi Macron. Qu'est-ce que vous pensez du projet de loi sorti de la commission spéciale? Et est-ce que vous vous sentez en situation de voter cette loi? On peut dire deux choses. La première, la loi Macron, c'est pas la loi qui va donner la croissance à la France. C'est un élément qui peut en effet améliorer le fonctionnement du marché. Ça a été pour beaucoup un alibi pour favoriser l'acceptation de Bruxelles sur le non-respect de nos engagements en matière de dette et de déficit. Donc on s'est servi de Macron pour dire, voyez, on fait des réformes structurelles. En même temps, il y a des choses... voilà, il y a eu le rapport Attali, il y a eu 36 rapports pour expliquer à quel point on avait des parts entières de l'activité qui n'étaient pas sur un marché pur et parfait. Bref, donc tout ça va plutôt dans le bon sens. Nous, on a quelques amendements sur lesquels nous voulons aller beaucoup plus loin et c'est ceux-là qui détermineront notre vote. Rapidement, lesquels? Le permis de conduire, faire en sorte que le permis de conduire soit désormais passer par le privé pour éviter ces files d'attente absolument ahurissantes qu'on connaît sur le sujet. Deuxièmement, créer des bourses régionales pour permettre aux entreprises d'accéder à l'épargne immédiatement disponible des ménages. Troisièmement, faire en sorte que nous assouplissions le marché du travail, seuils sociaux, contrats de travail unique. Et quatrièmement, rendre, si on veut mettre de la concurrence, il faut la mettre partout. Et notamment sur le transport régional, mettre la SNCF en concurrence sur le transport régional. Et si tout ou partie de ces amendements étaient acceptés, est-ce que vous envisageriez de voter ce projet de loi? Nous avons une réunion de groupe mardi où il a été dit que nous ferions le bilan précis du texte qui sera voté, parce qu'on ne sait pas comment les socialistes vont réagir sur le texte lui-même et sur nos amendements. On a des messages plutôt positifs du gouvernement et du ministre de l'économie et des finances. Voyons comment se passera le débat. Et après, on n'est pas sur une démarche d'hostilité, de fermeture a priori, puisqu'un certain nombre de dispositions ont été supprimées. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, vous n'excluez pas de voter pour ce projet de loi? Nous n'excluons pas d'avoir une attitude positive sur le texte. De voter pour, c'est-à-dire? Eh bien, on va voir. Voilà. Hervé Morin, merci. Merci.